Salut camarades! La dernière fois, nous avions commencé à parler du courant révisionniste de l'histoire nomade eurasiatique, et grâce aux travaux de David Smith notamment, constaté qu'en fait de tribus apolitiques, intemporelles et égalitaires, on avait plutôt affaire à des sociétés politiques, conscientes de leur histoire, très hiérarchisées, et rassemblant finalement de très nombreux critères, les rapprochant plus de la notion d'État que de celle de société primitive. Et dès lors que cette porte a été ouverte, les questions se bousculent, et ce d'autant plus que dans l'histoire eurasiatique, les nomades jouent régulièrement depuis plus de 2500 ans des rôles déterminants géopolitiquement. Si dès lors nous revoyons complètement différemment leur structure sociale et politique, qu'est-ce que cela dit de l'histoire eurasiatique dans son ensemble? C'est assez vertigineux, mais c'est pas la question du jour. À la suite des découvertes de ses prédécesseurs et du modèle théorique qu'a proposé David Smith d'État sans tête, Simon Berger s'est penché sur la question de la nature de cet État nomade, son mode d'administration, la continuité de ses institutions à travers les siècles, et en particulier le système décimal, et ceux des sites de l'Antiquité jusqu'au Khanat d'Asie centrale de la période moderne. Quelle forme aurait ainsi l'État nomade typique? Bien sûr, en voulant répondre à cette question, il a moins cherché à généraliser ou réduire l'histoire nomade à une seule structure rigide et immuable qu'à définir d'abord les points communs des différents pans de celle-ci, chez les Xiongnu, les Turcs, les Mongols, etc., pour mieux apprécier ensuite les particularismes de chacun. Oui, parce que faire toute cette révision pour essentialiser une fois de plus les nomades, ça aurait été un peu con. La tâche étant complexe, car assez technique, nous allons plutôt faire ça en deux fois, cherchant donc d'abord les caractéristiques communes aux différents états nomades, avant de nous intéresser dans un second temps au fonctionnement plus précis du système décimal, prétendument créé par Chinggis Khan, mais pourtant aussi récurrent dans l'histoire nomade, qu'il était crucial. Pourquoi ce découpage? Déjà parce que sans ça, vous allez bouffer facile 1h45 de vidéo. Et que j'ai pas tellement envie de monter 1h45 de vidéo d'un coup. Mais surtout parce que ça nous permettra d'étudier cet état nomade typique dans ce qu'il a d'abord de plus large, de plus macroscopique, disons, avant de nous intéresser à ce que cela implique au niveau local et individuel, grâce au système décimal, qui à son tour aura beaucoup à nous dire sur l'état nomade. Ainsi, ce que nous avancerons dans la première vidéo servira pour la compréhension de la seconde, qui à son tour viendra corroborer ce qu'on aura dit dans la première. Boucle bouclée, tout ça. Et avec tout ça, vous constaterez, je l'espère, non seulement que le modèle que propose Simon Berger est plus cohérent, mais encore que l'ensemble de ses travaux révisionnistes, se complétant très bien, est plus cohérent, offrant une grille de lecture beaucoup plus logique que ce que peinent à offrir aujourd'hui encore le modèle tribal et l'historiographie classique. Et alors seulement, on pourra se demander ce que tout ça dit de l'Empire mongol et de sa fondation par Chinggis Khan. Ce qui fera une vidéo plus digeste. Et putaclic aussi, mais pour une fois qu'on peut le faire avec du vrai matos, je vais pas me priver. Une fois de plus, c'est en grande partie sur un réexamen des sources, de leur vocabulaire et de leur traduction qu'il va nous falloir nous pencher pour essayer de mieux cerner ce que devait être l'état nomade. On l'a vu, une traduction plus littérale et non influencée par les scories colonialistes et eurocentrées du XIXe siècle aurait en effet pu permettre de déceler la complexité et la richesse de la culture sociopolitique nomade plus tôt. Pour rappeler un exemple significatif vu la dernière fois, les termes chinois bu, bulwo, buzu, buxing renvoient ainsi l'idée d'une stricte administration de la population par unité sous le contrôle d'une aristocratie, réfléchissez-y bien, mais malheureusement, tous et d'autres encore, comme tuxia, qui a plus le sens d'apanage militaire, tous ont été traduits par tribu, ou clan au mieux, malgré leurs différents sens respectifs. Et je vous arrête direct, venez pas me dire que les historiens de l'époque auraient pas pu faire autrement, que c'est facile de les chambrer, etc. Certains faisaient déjà un travail magnifique, qui fait encore date aujourd'hui, comme la machine de guerre Paul Pelliot, philologue, linguiste, archéologue, historien, explorateur, parlant 13 langues orientales. Lui, comme Runciman ou d'autres, ont eu des vies tellement dingues que ça mériterait des vidéos. Oui, des vidéos sur des historiens, j'y songe. Mais en plus, d'autres, comme le sinologue russo-américain Piotr Budberg, ou Peter Budberg, puisqu'il est russo-américain, ont carrément décelé assez tôt le problème qu'on aborde dans cette série, tout simplement en étudiant scrupuleusement le vocabulaire employé pour désigner les nomades. Voilà. À propos de ses recherches philologiques sur les Turcs, permettant des connexions avec d'autres entités politiques plus anciennes, les Xiongnu notamment, il dit ainsi: « Si ces suggestions se confirment, nous nous verrons obligés de réviser bon nombre de nos conceptions de l'histoire de l'Asie centrale. Au lieu de désignation ethnique, nous aurons affaire à des termes de nomenclature politique, reflétant essentiellement la forme de l'organisation institutionnelle des groupes nomades. Nous pensons que les ténèbres qui obscurcissent l'histoire de la steppe se dissiperaient plus vite si l'on mettait l'accent sur l'étude des migrations des symboles politiques plutôt que sur celle d'hypothétiques migrations d'unités ethniques.
sur le vacarme de l'agitation militaire des groupements politiques, plutôt que sur les chimériques errances de soi-disant ethnies désireuses de propager chacune leur identité linguistique ou raciale. Voilà, tout était déjà dit. Dommage qu'on l'ait pas plus écouté. Ça date quand même de 1939, pendant précisément que notre René Grousset national sortait son Empire des steppes ultra tribalo, ougabugo, Ibn Khaldouno, histoire des grands homesques. Comme quoi, il n'y a pas que les croisades qui l'analysaient mal, lui, hein. Malheureusement, que ce soit sur ça ou sur les steppes, ces bouquins seront souvent les seuls que vous trouverez en librairie sur ces sujets, puisqu'encore considérés comme incontournables, alors qu'on a plutôt intérêt à les contourner. Enfin attention, hein, c'est moins la faute des libraires que des éditeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette saloperie? Croyez-moi, vous avez sûrement plus de satisfaction que moi au bout du compte. Bref, déjà, sans même parler de traduction, hein, simplement de vocabulaire, il est vrai qu'il est très étonnant d'en être arrivé à la conclusion que les nomades eurasiatiques n'auraient eu aucune conscience de leur longue histoire ni aucun sens politique, quand on voit ne serait-ce que l'étonnante persistance à travers les siècles d'un vocabulaire politique commun, notamment dans les titulatures. Par exemple, Khan, qu'on retrouve au moins des Xianbei du IIe siècle jusqu'aux Mongols, et son équivalent féminin Khatun, ou encore Khan, qui diffère de Khan, mais on y reviendra, Beg, Buyruh, Tama, Tarkhan, etc. Il est d'ailleurs peut-être possible que ce fameux Tarkhan, qu'on a croisé dans la série sur Chinggis Khan, quand Badaï et Kishlir préviennent Temujin de l'arrivée Kereit, il les remerciera en leur donnant ce titre de Tarkhan. Bref, il est possible que ce Tarkhan dérive du titre impérial Xiongnu, Shanyu, oui, ça vient de là aussi, qui se prononçait peut-être Darquat. Bref, sans que ce soit la même chose, ça rappelle un peu comment le Kaiser latin a donné le Tsar slave, le Kaiser germanique et le Kaiser ottoman, sans que tous soient pour autant strictement équivalents dans ce qu'ils désignent. Et pour Simon Berger, ce n'est là qu'un des exemples de ce répertoire politique commun à l'histoire de la steppe. On y trouve aussi la bonne fortune, le sou en mongol, strict équivalent du khout chez les Turcs et les Ouïghours, et qui possède des similitudes avec le khvrana iranien, la gloire royale, notamment chez les Sassanides. La bonne fortune, donc, accordée aux souverains et à leur lignage par Tengri, divinité remontant elle-même au moins au Xiongnu, donc à l'Antiquité. Ce qui renvoie d'ailleurs directement à l'idée d'un pouvoir légitimé par un ordre divin, une idée déjà présente chez les Scythes et qui perdurera longtemps. Lié au Sou, on a aussi le Suldé, chance et énergie vitale du souverain mongol, étendu aux troupes via le tour, la bannière symbolisant l'État. Suldé qui désigne primitivement la chance du souverain à la chasse, afin qu'il soit nourricier de son peuple. D'ailleurs, rien que les références synégétiques, c'est-à-dire liées à la chasse, sont très récurrentes. Pas du tout comme chez nos aristocraties occidentales par exemple. On a aussi les similitudes des mythes fondateurs légitimant les lignages dynastiques, entre les Hashinas turcs et les Riyad mongols par exemple, la signification politique et symbolique des couleurs, des directions cardinales, d'objets précis comme la coupe, l'arc et la flèche, ou de certains chiffres, en particulier 3, 4, 7 et 9. 9 parce que 3 x 3, hein. Bref, pour des nomades qui n'ont qu'une géographie et aucune histoire, ça fait quand même beaucoup de points communs sur une large fourchette temporelle partagée par des millions d'individus. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Autre exemple extrêmement criant de cette continuité, celui du rituel d'intronisation du souverain nomade, symbolisant son lien privilégié avec l'aristocratie. Rituel pour lequel Simon Berger, à la suite de ses prédécesseurs ou par ses propres recherches dans les textes, a recensé des concordances sur pas moins de 13 siècles d'écart, des Tabga Shui de Chine du Nord au 4e-5e siècle jusqu'au Khana d'Asie centrale au 17e, où le rituel s'est entre-temps légèrement islamisé, le tout en passant par les Khans turcs, les Khans mongols, etc. Ainsi, lors de ce rituel, quelques nobles, souvent 7, font asseoir le souverain sur un tapis de feutre, noir initialement mais blanc par la suite, avant de l'élever ainsi et de le faire tourner plusieurs fois dans toutes les directions pour que la foule puisse l'honorer et pour qu'il honore le ciel en retour. Pratique pas incompatible avec notamment l'islam, puisqu'on a de nombreux exemples, en Anatolie typiquement, de syncrétisme religieux entre islam et religion steppique. Ça aussi, j'aimerais vous en parler depuis longtemps, mais quand? Je sais pas. Certains lieux aussi sont lourds de sens et de symbolique à travers les âges, comme la vallée de l'Orkhon, en plein plateau mongol. Elle l'est des Xiongnu jusqu'aux Mongols, voire jusqu'à Temurleng, puis encore ensuite, en passant entre-temps par les Turcs et les Ouïghours. Ungern lui-même ira y méditer en contemplant les ruines de la capitale mongole, Karakorum. Ainsi, cette vallée semble avoir été le cœur même du pouvoir impérial dans la steppe, au moins depuis les Rouran, ou Jujan, et les Turcs. Un peu donc comme Bagdad, non loin des ruines de Séleucie et de Babylone, ou Beijing est l'emplacement actuel de plusieurs anciennes villes impériales, comme Gyeongdu.
Juvaini évoque ainsi les Mongols inspectant méticuleusement les ruines de Kharabalgasun, autrefois capitale ouïghour, non loin de Karakorum, tandis que Rubruk dit que les Mongols estimaient l'endroit comme lieu royal. À tel point que si l'on impute souvent la construction de Karakorum en 1235 à Ögedei, elle a sans doute plutôt été fondée du temps du Khanat ouïghour, ou tout du moins avait un lien avec celui-ci, Ögedei se contentant de la restaurer ensuite. Y a rien alors. Non, mais vous allez tout mettre. Comment ça tout mettre? Bah, vous avez écrit de fond en comble. Oui, mais non, mais attendez, fond en comble, on va peut-être pas tout faire de fond en comble, on va laisser quelques ruines. C'est joli des ruines, vous avez été à Rome, il y a le Colisée, il y a le Forum, c'est joli des ruines. Par contre, là je suis d'accord, là cette restauration de 80, c'est pas beau, c'est pas joli. Ce qui implique aussi que les villes dans la steppe, construites par les nomades, pardon, mais il y en a, et depuis les Xiongnu. Ce qui n'implique pas pour autant que celles-ci étaient, comme chez les sédentaires, les centres du pouvoir. Ce rôle revenait plutôt à l'Ordo, le camp royal, ou alors le camp des personnages importants de l'État, comme par exemple les impératrices. Ordo est un terme attesté dès les Xiongnu, et qui a donné au XVIe siècle au moins la horde. Alors même que l'idée chaotique associée à la horde est à l'opposé total de ce qu'était un Ordo. Là encore, merci la vision ougabouguesque des nomades. Ainsi que l'a montré Christopher Atwood dans son article Imperial Itinerance and Mobile Pastoralism, si la transhumance du peuple nomade est économique, puisque leur économie est avant tout pastorale, l'itinérance du souverain, elle, est politique, puisqu'il peut ainsi quadriller son Ulus et garder un œil sur ses vassaux. C'est donc bien le camp du souverain et de sa cour, et le camp des grands personnages de l'État, qui les suivent dans leur itinérance, qui deviennent les centres du pouvoir, et remplissent mieux cette fonction qu'une ville inamovible, à tel point qu'un occidental comme Rubruk voit avant tout dans l'Ordo une ville mouvante. En tout cas, du coup, ça n'a strictement rien à voir avec l'idée chaotique qu'on se fait d'une horde. On retrouve d'ailleurs là les stimulants paradoxes qu'on commençait à soulever la dernière fois. Déjà, de manière amusante, je trouve que l'exemple du camp du Drap d'Or, lieu de faste entre tous, destiné à rassembler provisoirement la cour anglaise d'Henri VIII et la cour française de François Ier, n'est pas si éloigné de la notion d'Ordo. D'ailleurs, camp du Drap d'Or, Ordo, Horde d'Or, dans la mesure où les deux ont potentiellement reçu ce nom simultanément au XVIe siècle à cause des tentes dorées qu'on y trouvait, même combat. Mais surtout, comme on l'évoquait un peu la dernière fois, l'itinérance de cour dura de fait longtemps chez nous aussi, limite jusqu'au XVIIe siècle en France, et en partie pour les mêmes raisons, contrôler la noblesse. Pourtant, il ne nous viendrait pas à l'idée de considérer les souverains européens comme des nomades, alors que rien que l'exemple d'Henri de Plantagenet et de sa cour ambulante, qui a passé sa vie en selle pour tenir ses possessions et en mater les vassaux rétifs, au point d'en avoir les jambes aussi arquées que n'importe quel cavalier mongol, n'est clairement pas si éloigné de son exact contemporain Thooril. Non, je n'ai pas choisi cet exemple juste pour placer le merveilleux Peter O'Toole. Allez mater ce film, bordel! Mais revenons à la steppe et sa continuité politique et culturelle. On pourrait aussi parler des systèmes de relais de poste à cheval, comme le yam mongol, ou des assemblées nobiliaires, comme le Khuriltai mongol, mais rien de tout ça n'est un plus criant exemple de cette continuité que la permanence de leur système politique, que Simon Berger définit comme militaro-administratif. Vous allez voir pourquoi, en détail, dans ces deux vidéos. C'est en effet celui-ci qui est le cœur même de la thèse de Simon Berger. Et pour cause, à lui seul, il aurait dû pousser depuis longtemps les historiens à remettre en question le modèle tribal, en même temps que la pseudo-révolution tchinguicide. Vous savez, Tchinguiz Khan marque un tournant décisif, il unifie tout, il invente tout, notamment « el famoso système décimal ». Pour rappel, chez les Mongols, il fonctionnait ainsi. 10 hommes font un Arban, 100 un Jaun, 1000 un Mingan ou Minkhan, et 10 000 un Tumen. Un homme sur 10 dirige l'Arban, un dizainier sur 10 dirige le Jaun, un centenier sur 10 le Mingan, un kiliarque sur 10 le Tumen. Un ordre se diffuse ainsi rapidement, passant par les 10 chefs de 1000, chacun parlant à ses chefs de 100, chacun parlant à ses chefs de 10, chacun parlant à ses hommes. Quiconque quitte son unité est puni de mort, quiconque héberge un fuyard est puni, si un commandant d'unité est tué au combat, on bute les hommes qu'il dirige, etc. Simple, propre, efficace. Bon, j'ai dit qu'on en parlerait surtout la prochaine fois, mais je suis bien obligé de vous en parler un peu quand même aujourd'hui, puisque lui-même est au cœur de ce système politique nomade, et donc au cœur de la thèse de Simon Berger. Pourquoi ne pas en parler tout de suite du coup? Pour garder l'effet de surprise déjà, parce que c'est rigolo, et puis parce que, comme je le disais au début de la vidéo, pour bien le comprendre lui-même, il faut parler de pas mal de choses avant. N'empêche qu'on doit quand même en causer un peu maintenant, précisément parce que c'est l'exemple le plus éloquent de cette continuité qu'on cherche à démontrer.
De fait, n'en déplaise à notre cher Temujin, ce système décimal se retrouve, avec variations certes, mais parfois pourtant avec un vocabulaire très similaire, chez l'essentiel des entités politiques de la steppe depuis l'Antiquité, chez les Xiongnu, voire les Parthes, voire même les Perses, chez qui Simon Berger est allé faire un petit crochet, retrouvant chez eux plusieurs caractéristiques de ce système. Ce qui pourrait donc peut-être même faire remonter celui-ci à une période précédant la migration des peuples iranophones d'Asie centrale vers le plateau iranien. C'est dire. Ensuite, sans vous citer tous les exemples trouvés dans les sources par Simon Berger ou ses prédécesseurs, ce qui prendrait un bout de temps, on le retrouve chez les Rouran ou Jouvan au 4e-6e siècle, les Turcs des 6e, 8e, les Ouïghours des 8e, 9e, les Khitanes des 10e, 11e, les Djurtchen du 12e, sans compter des traces chez les Huns, les Eftalites, les Khazars, les Akhouz, les Kipchaks, les Tibétains, les Tangoutes, les Avars et tant d'autres encore. Ce serait peut-être même moins long de lister ceux chez qui on n'en trouve pas de traces, en fait. J'aurais dû faire ça. Sachant qu'on en trouve aussi après les Mongols, chez Temürleng, notre Tamerlan, chez les Arhoyunlu qu'on a vu face à Mehmed II, chez les différents Khanats d'Asie centrale de la période moderne, chez les Mandchous au XVIIe siècle, etc. Et ce qui se retrouve souvent aussi, bizarrement, avant comme après les Mongols, c'est le topos, le lieu commun, du fondateur qui crée ex nihilo ce système décimal et tout le reste de l'appareil d'État, comme s'il n'y avait jamais rien eu avant lui. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Néanmoins, pour amener en partie la problématique d'aujourd'hui, tout en vous teasant un petit peu la prochaine vidéo, ce qui se dégage des sources semble parfois plus complexe, voire incohérent. Certes, on retrouve ce système décimal très régulièrement, mais au-delà des unités de 10, 100, 1000, etc., on en trouve aussi parfois de 5, 250, 300, 500, 700, 1500, 3000, 7000, ou des unités pas complètes, ou trop remplies, et ce, eh bien, même chez les Mongols, qui sont pourtant supposés avoir inventé ce système. L'ambassadeur Song Peng-Daya, envoyé chez eux en 1233-1236, nous dit ainsi qu'aucun des 8 tumètes de Chine du Nord ne compte 10 000 hommes. Là où Grigor Akhnertsi, chroniqueur arménien, du XIIIe siècle aussi, nous dit « un tumen et 30 000 cavaliers ». Mettez-vous d'accord les mecs. Mieux encore, le Yuan-She, annale de la dynastie Yuan, parle depuis 1284 au moins, et les sources persanes l'attestent, de différentes catégories au sein des unités. 3 pour les tumèdes et mingad, supérieurs de plus de 7000 ou 700, intermédiaires de plus de 5000 ou 500, inférieurs de plus de 3000 ou 300, et de 2 pour les djaouds, supérieurs de plus de 70 soldats, et inférieurs de plus de 50. Voilà qui prête à confusion et repose une fois de plus la question de la façon dont on aborde l'histoire nomade eurasiatique. Doit-on comprendre qu'ils sont infoutus de s'organiser puisque même pas capables de compter correctement jusqu'à 10, ou sont-ils au contraire effroyablement organisés et administrés sans que nous l'ayons encore bien compris? C'est une question rhétorique, hein, et encore une fois, on étudiera surtout ces incohérences la prochaine fois. En attendant, ces incohérences, autant que les récurrences qu'on évoquait juste avant, ont mis la puce à l'oreille de Simon Berger et l'ont aidé à définir l'ensemble de ce système politique nomade. Plusieurs caractéristiques du système impérial mongol se retrouvent en effet au sein des empires qui l'ont précédé dans la steppe eurasiatique, au premier rang desquels son organisation militaire et le rôle joué par l'armée dans l'appareil d'État. Il s'agit là de l'un des marqueurs essentiels d'une culture politique nomade identifiable sur la longue durée. Notamment, 3 traits distinctifs de l'institution militaire nomade se retrouvent avec insistance à l'échelle de plusieurs siècles. Une organisation rationnelle de l'armée, premièrement sur la base d'un système décimal, deuxièmement en 2 ailes ou 2 ailes et un centre, et troisièmement l'existence d'une garde de soldats d'élite autour du souverain. Ces 3 éléments ne sont pas systématiquement présents simultanément, mais sont cependant récurrents au sein des formations nomades que l'historiographie a qualifiées d'impériales. L'examen des sources permet cependant de constater que cette récurrence ne se limite pas à ces dernières, et que l'on a donc affaire à un aspect constitutif de l'ordre politique des nomades en général. Oui, enfin... 2 ailes et un centre, c'est pas nouveau non plus. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, toi? Tu nous bassines avec ton renouvellement historiographique, mais là, merci bien. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas nous apprendre que les Mongols, ils se déplaçaient avec une avant-garde, un centre et une arrière-garde? Alors déjà oui, premièrement, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes là maintenant, pendant le tournage?
Depuis 8 ans que je t'écoute. Mm. Là, avec des armées dont tu fais les déplacements, tout ça. Pour une fois, tu rentres dans le détail de l'organisation. Tu peux enfin nous faire de l'histoire de la guerre et tu nous dis des banalités. Alors moi, excuse-moi, je me permets d'intervenir. Ici quoi, je manque de professionnalisme tout nul, là, t'es figurant, t'es pas silhouette, t'as pas de dialogue. Donc bah je sais pas, je me mêle de tes tournages, je me mêle pas de tes tournages. Donc t'en restes à ton script. Mais j'ai jamais eu de script. Mais c'est bien ce que je dis. Et puis si tu continues, j'arrête de faire le vitrail dans tes vidéos. Ok, si tu le prends comme ça, Allez, c'est bon. allez. Voilà. Bref, appétissant, hein? Bon, puisque le complexe système décimal, qui conditionne en grande partie tout le reste, aura sa propre vidéo la prochaine fois, ceux qui vous laissent le temps d'acheter de l'aspirine, hein, je déconne qu'à moitié, commençons déjà avec les 2 derniers aspects de ce système politique nomade, les plus simples, hein, si l'on peut dire, les plus larges du moins, les plus macroscopiques, la répartition en ailes et centres et la garde du souverain. Qu'est-ce que vous appelez une garde royale? Une troupe d'élite qui s'occupe que de votre sécurité. Donc vous allez faire une troupe d'élite avec vos cousins débiles? Schématisons un peu. Le système d'ailes et de centres correspond aux plus grosses subdivisions des entités politiques de la steppe, où les plus petites sont les unités les plus basses du fameux système décimal. L'entité nomade typique serait ainsi composée, quoique pas toujours, d'un centre, qui correspond au domaine du souverain, et de 2 ailes, gauche et droite, le plus souvent en suivant une orientation sud, et souvent de part et d'autre d'un fleuve, d'une rivière, voire, comme pour nos amis les Naiman par exemple, d'une chaîne de montagnes, l'Altaï en l'occurrence. L'une des 2 ailes prime généralement sur l'autre, étant l'aînée par rapport à la cadette, ce qui s'exprime par exemple par la mise à sa tête du successeur désigné par le souverain. Ces 2 ailes, souvent appelées Telish et Tardouche à travers l'histoire nomade, sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en sous-ailes, parfois appelées cornes ou flèches semble-t-il, elles-mêmes pouvant être de part et d'autre d'un cours d'eau, le tout, à l'échelle de l'État entier, subdivisé en un maillage d'unités décimales, etc. Ainsi, dans l'Empire turc, exemple complexe mais éloquent, à la tête duquel le lignage régnant était les Hashinas, le Khan suprême régnait depuis la partie orientale, en Mongolie intérieure, dans la vallée royale ou impériale de l'Olkhon, tandis que la partie occidentale était dirigée par son subordonné immédiat, le Yabgu Khan, chacun des 2 pouvant s'adjoindre jusqu'à 3 Khans subordonnés, parfois appelés Shad, tous issus du lignage Hashinas, pour diriger leurs ailes respectives. Ce qui n'est pas sans rappeler par exemple les tétrarchies romaines. À l'échelle du dessous, toujours chez les Turcs, l'aile occidentale par exemple était composée de 10 tumèdes, unités de 10 000, avec à leur tête les on-or, les 10 flèches, c'est-à-dire 10 lignages aristocratiques ayant la charge héréditaire de ces unités. Puis ces on-or étaient eux-mêmes divisés en 2 ailes au sein de l'aile occidentale, de part et d'autre de la rivière Tchou, de 5 tumèdes chacune, les Nushibi à gauche et les Duluo à droite. Voilà, vous avez l'idée des ailes en gros. Maintenant, à ces ailes s'ajoute souvent un centre. Et à ces notions géographiques, il faut superposer les notions politiques, d'intérieur et d'extérieur. Vous allez voir, je ne suis pas en train de vous parler de la construction d'un pavillon en banlieue, hein, avec les ailes, l'intérieur et l'extérieur. Non, non, on parle toujours politique nomade là. Ce centre désigne l'ordo du souverain, donc comme on l'a vu tout à l'heure, sa cour, son camp, etc. Et donc son entourage, ou plus exactement pour eux, son intérieur. Ce qui fait que quand Belgutey fait sa boulette et balance au Tatar Tsioun ce qui s'est dit au conseil privé de Temujin, et que celui-ci, pour le punir, lui dit qu'il ne s'occupera plus que des affaires de l'extérieur, il ne lui dit pas de littéralement sortir de la tente où a lieu le conseil. Il l'exclut de son entourage, de l'intérieur, en l'occurrence, chez les Mongols, le centre, le domaine du Khan et de ses proches. Tu m'étonnes qu'on galère à traduire si on n'a pas la ref. Bref, il n'y a pas toujours de centre géographique. Par exemple, eh bien, il n'y en avait peut-être pas chez les Turcs, mais il y a toujours un intérieur politique autour du souverain, de son ordo, par opposition donc à l'extérieur que forme le reste. Et là où les troupes des ailes étaient constituées notamment de populations soumises au souverain et à son lignage, dont le nom de lignage, Lobor, s'étendait alors à l'ensemble de l'entité, un peu comme avec l'exemple des Jurkin, vu la dernière fois, l'armée de ce centre, elle, et ça nous amène au second aspect, la garde royale, eh bien, elle était l'armée personnelle du souverain, en qui il pouvait avoir toute confiance et qui assurait sa sécurité et celle de son entourage, jour et nuit. Non, mais c'est débile cette histoire. J'ai pas le droit de vous laisser. Mais quand même, avec ses maîtresses, il a bien droit à un peu d'intimité. Ni avec ses maîtresses, ni avec sa femme, j'ai pas le droit de le laisser. Bah, au moins, allez vous mettre dans le coin de la pièce. J'ai pas le droit de m'éloigner. Mais regardez ailleurs alors, parce que là, ça va pas être facile. J'ai pas le droit de le quitter des yeux. Cette garde constituait l'essentiel de cette armée de l'intérieur, en tant qu'unité militaire d'élite servant au combat de troupes de choc, notamment souvent sous la forme d'une cavalerie lourde, tout en étant également l'une des principales instances, voire même la principale instance, de l'appareil d'État. Et ce,
sans qu'on distingue nécessairement les deux. C'est très important comme idée ça, retenez-le. Les titres de ces officiers, comme ceux assez récurrents de Yabgou, Shad, Beg, Tarkhan, etc., correspondent ainsi, en plus d'un office politique et administratif, au commandement d'un certain nombre de soldats. Ainsi, quasi systématiquement dans la steppe, les grands fonctionnaires sont aussi de grands officiers et inversement. Dur de ne pas penser un peu aux sénats romains, aux citoyens grecs ou aux aristocrates prussiens. Merci pour cette dernière d'ailleurs. Et bref, autant dire qu'on ne recrute pas ces gardes personnels n'importe comment. Ainsi, ces corps d'élite, dont le Keshig qu'on a abordé à propos de Temujin et de Toril est une illustration, remontent au moins aux Turcs, chez qui l'on trouve une fois de plus un vocabulaire qui aura derrière une certaine longévité. Ainsi, le Tama, garde chez les Turcs, puis escorte avant-garde chez les Khitanes, puis troupe avancée, avant-garde, garde frontière chez les Mongols. Ou le Buyruh, qui désigne a priori la garde rapprochée du Khan turc, qu'on retrouve ensuite chez les Ouïghours, et qu'on a vu ensemble comme titre chez les Nayman. Autre constante de cette garde, le chiffre 4, qu'on disait déjà très symbolique, y est omniprésent, sans doute précisément parce qu'il renvoie aux 4 directions et 4 coins du monde, donc à la domination universelle à laquelle aspire le souverain nomade. La garde est ainsi souvent répartie en 4 tours de garde, et les effectifs correspondent régulièrement à un multiple décimal de 4, 400, 4000, 40 000, etc. Oui, c'est souvent une très très grosse garde. Les Mongols tout particulièrement ont un gros trip avec le 4 au sein du Keshig. Les 4 corps du Keshig mongol étaient ainsi répartis des 4 côtés de la tente impériale, mais surtout on a croisé ensemble les 4 chiens féroces et les 4 étalons, auxquels on peut ajouter les 4 orphelins élevés par Welun, mère de Chinggis Khan, les 4 épouses de Chinggis Khan, ses 4 fils bien sûr, mais aussi les 4 conseillers de Chinggis Khan et ses 4 messagers, qui étaient plutôt ambassadeurs. Ce qui n'est pas exactement le même taf non plus quand même, hein. Épargnez-vous cette peine, je sais déjà ce que vous allez me dire. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Il n'y a pas écrit la poste là, je connais la rengaine. C'est ainsi bel et bien au sein de ces gardes qu'on recrute les administrateurs, les juges, les diplomates, les ambassadeurs, les scribes de l'Empire, etc. On en a des exemples chez les Khazars, chez les Buyruh des Turcs, chez les Mongols évidemment, et dans de nombreux autres cas. Par exemple, si on suit l'historien du 5e siècle Priscus, peut-être carrément chez les Huns d'Attila. Oui, lui non plus c'était pas le bordel, hein. Mais comment recruter des gonzes qui soient à la fois des gardes loyaux en même temps que des fonctionnaires efficaces? Et bien souvent en faisant un petit mélange entre fils de la noblesse et parfaits bouseux. Nizam al-Mulk, grand vizir des Seldjoukides, un autre empire né des steppes dont on a déjà un petit peu parlé par le passé quand même, enjoint ainsi le prince, dans son manuel de gouvernement, le Siyasat-Nama, à former les fils des commandants militaires turkmènes au sein de sa garde rapprochée, parmi les goulams, les guerriers esclaves. Et puis ceux, sans trop leur demander leur avis, au fils à papa. Et ce, afin de mieux contrôler et soumettre cette noblesse pour s'en assurer la fidélité et l'efficacité au service de l'État, tout en évitant qu'elle ne se rebelle. Les gosses, ayant appris l'humilité, l'obéissance, voire la servilité parmi les esclaves, seront fidèles au souverain, tandis que leurs darons, ils vont pas moufter, même aux confins de l'Empire où ils pourraient se croire tranquilles, de peur que ça retombe sur la tête de leur cher bambin. Et ça vaut aussi pour les fils des vaincus, hein. Par exemple, le fils de l'empereur Sin ira faire partie du Keshig de Chinggis Khan. On retrouvera donc cette idée dans le Keshig Tchingiside, mais aussi déjà avant chez les Khazars, chez les Ouïghours, et aussi chez les Tchakars sogdiens, recrutés notamment parmi les fils de rois de Sogdiane. Tchakars qui, bien que les Sogdiens soient sédentaires, inspirèrent bon nombre de gardes steppiques après eux, en s'inspirant peut-être même d'ailleurs d'autres plus anciennes. Après tout, ils ont des origines communes avec les Scythes et les Parthes, donc ces ressemblances ne sont pas si étonnantes, et montrent bien le brassage culturel d'Asie centrale entre nomades et sédentaires, pas si cloisonné et unidirectionnel qu'on ne le pense spontanément. Bref, on dispensait au sein de cette institution une éducation commune aux fils de nobles et à des pégus de moindre instruction, où tous apprenaient ainsi côte à côte à servir littéralement leur maître, comme serviteurs, mais aussi militairement et politiquement. Une triple idée qu'on retrouve au moins chez les Mongols. Les premiers, les fils de nobles, apprenaient ainsi humilité et obéissance, quand les seconds se voyaient offrir une chance de s'élever socialement grâce à leurs aptitudes personnelles. Ça, c'est de la méritocratie. Et de la prise d'otage aussi, hein. Keshigten, membre du Keshig, il y a quand même plusieurs sources qui disent que ça signifie précisément otage. Tout ça n'est ainsi pas sans rappeler précisément le système d'otages qu'on trouve à la cour du shogun japonais médiéval pour mieux tenir les daimyos régionaux en séquestrant leurs fils, par exemple, et leurs familles, ou alors les offices serviles que les nobles s'arrachaient à Versailles pour s'attirer les faveurs de Louis XIV, qui ainsi tenait en son pouvoir centralisé cette aristocratie autrefois régionale qui, dans son enfance, s'était avérée frondeuse et à même de faire vaciller l'appareil d'État. Louis XIV,
ce chef super complexe pas si différent de Temujin ou des Seldjoukides, finalement. Et en retour, le souverain doit quand même des choses à sa garde, lui aussi. On a par exemple des traces régulières d'adoption fictive de ceux-ci, comme avec les Tchakars sogdiens ou au sein du Keshig mongol. Mais surtout, le souverain, nomade, comme on l'a vu au début de cette vidéo, doit être prodigue. Il doit nourrir et vêtir son peuple. Oui, bon, évidemment de manière imagée, hein, il tient pas un internat, le machin, il fringue pas tout son empire, et il fait pas la tambouille pour tout le monde. Est-ce que vous avez conscience que j'ai de menues responsabilités au sein de ce gouvernement qui me tiennent relativement éloigné des problèmes de répartition des pioles? Ça se traduit plutôt dans les faits par l'entretien de son entourage direct, de ses gardes et de ses ministres. Un peu comme chez nous à l'époque. Encore une fois, hein, Bohémond qui par manque de thunes voit partir ses chevaliers, dont son propre neveu Tancrède, servir d'autres seigneurs plus prodigues, comme Raymond de Saint-Gilles, c'est un peu pareil. Bref, dans cette économie de don contre don, il leur fournit donc nourriture et boissons à sa propre table, mais aussi fringues luxueuses, métaux rares et pierres précieuses, en retour des services rendus. L'exemple le plus fameux de ça étant les ceintures d'or incrustées de pierreries des Tchakars sogdiens, qui indiquaient leur statut et auxquels ils tenaient donc beaucoup. Il semblerait qu'on retrouve le même genre de ceinture incrustée de pierreries dans le Keshig mongol par exemple. Ainsi, le Khutatku Bilik, non, c'est pas pour faire des crêpes, c'est un manuel du gouvernement Kharkhani du XIe siècle. Bref, ce bouquin compare ce lien avec celui que le marchand entretient avec ses associés commerciaux, et le résume ainsi. Le prince prodigue des biens de ce monde et des paroles aimables, le serviteur sacrifie son corps et son âme en brandissant l'épée pour lui. Il serait d'ailleurs ainsi tentant, et beaucoup d'historiens l'ont fait, de rapprocher le fonctionnement de ces gardes, à celui du comitatus germanique décrit par Tacite au 1er-2e siècle, de jeunes nobles formant l'entourage fidèle et loyal du dirigeant qu'il couvrait en retour de cadeaux onéreux dont le prestige rejaillissait et sur eux et sur lui. Ah, c'est vrai que ça a l'air de coller. Sauf que, il faut peut-être moins y voir un équivalent de la garde rapprochée nomade qu'un stade antérieur de celle-ci. Je m'explique. En effet, d'un côté, ce comitatus germanique implique l'agrégation autour d'un chef militaire d'une bande de jeunes guerriers, nobles ou non, d'origines diverses, en quête de butin et de gloire, avec laquelle le chef en question peut espérer renverser l'ordre politique établi à son profit, ou du moins en créer un nouveau autour de lui. Ce que la bande ainsi réunie escompte aussi, afin d'en tirer titre, richesse et honneur. Autant dire que ça commence souvent à partir de pas grand-chose. One day he will be rich. God will see to that. This statue is a sign that he will share his fortune with us. A l'inverse, la garde rapprochée stépique fait partie intégrante de l'ordre établi. Elle ne cherche pas du tout à le renverser. Et sa création même est voulue par le souverain dans un mouvement vertical, du haut vers le bas, afin de mieux administrer son état et mieux tenir sa noblesse. Noblesse qui n'en est une que précisément parce qu'elle assure au sein de l'état une charge militaire et politique héréditaire, autrefois dévolue à un ancêtre. Ancêtre qui, en revanche, a pu faire partie d'une sorte de comitatus du fondateur de cet état. Il apparaît donc moins pertinent de faire équivaloir les deux notions, ce qui ne rendrait pas grâce une fois de plus à ce qu'était la complexe hiérarchie sociale et politique de la steppe, que d'envisager que cette idée de garde rapprochée a pu, en revanche, découler d'une notion voisine de celle décrite par Tacite, disons donc une forme de comitatus stépique, comme Étienne de la Vessière l'a supposé de l'origine des Tchakars sogdiens, ou comme cela semble être le cas des premiers Neukeudes, donc compagnons de Temujin, Borchou, Moukhali, tous ces joyeux drilles là, avant que Temujin ne forme son Keshig et qu'on retrouve ensuite dedans. On l'a un peu vu ensemble. On pourrait en effet voir ce comitatus stépique dans la notion nomade de Khazachlir, apparue au XVe siècle mais qui peut s'appliquer déjà bien avant, car elle désigne la création de suites guerrières autour des membres de l'élite stépique concourant pour la prise du pouvoir. Typiquement Temujin et Jamukha, par exemple. Il ne serait donc pas étonnant d'envisager une origine similaire à d'autres gardes rapprochés de l'histoire stépique, chez les Turcs par exemple. Garde qu'on ne retrouve pas d'ailleurs que dans l'histoire de la steppe. Au IXe siècle, le futur calife Al-Mutassim, sogdien par sa mère, s'entoura apparemment de 4000 esclaves turcs, qu'il, je cite, habilla de brocarts, de ceintures et d'ornements dorés, selon Al-Masoudi. Au Xe siècle, l'ambassadeur Ibn Fadlan dit que le roi des Russes avait notamment 400 compagnons prêts à mourir pour lui et se suicidant même à sa mort. Et 40 servantes aussi. Pas convaincu? Ok. Plusieurs sources disent même que ce roi se faisait carrément appeler Khan. Je pense que là c'est bon, on a le droit de parler d'influence stépique, quand même. En l'occurrence, sûrement Khazar.
Voilà, avec ça, vous vous figurerez mieux les gardes personnels des souverains nomades au sein de la rigoureuse organisation politique qu'est le système d'ailes et de centres. Organisation qui d'ailleurs se retrouve logiquement dans le contexte strictement militaire. Au combat, les troupes de l'aile gauche sont à gauche du souverain, les troupes de l'aile droite à droite du souverain, et celles du centre au centre. Après, c'est pas toujours parce que ça paraît simple que ça l'est, hein, on le sait tous. Moi, j'estime que quand on parle tactique militaire, il faut employer des termes précis. Bah oui, effectivement, ça peut prêter à confusion. Ah mais attendez, c'est pour vous qu'on dit gauche et droite, nous, c'est pour pas vous embrouiller. Si, ça m'embrouille. Ah bon, on peut parler normalement alors? Professionnel. Et maintenant que vous voyez un peu mieux ce qu'est ce joyeux bordel, dites-vous qu'on trouve ainsi des traces d'ailes, de centre ou de garde ou des trois dès les Xiongnu, avec peut-être déjà des traces avant ça chez les Scythes et les Perses, puis chez les Xianbei au IIe siècle, les Rouran au IVe, VIe, les Turcs des 6e, 8e, les Tibétains au 7e, 9e, les Petchénègues au 8e, 12e, les Ouïghours au 8e, 9e, les Arhouzes au 8e, 11e, les Kipchaks au 11e, 13e, les Kharkhanides au 9e, 13e, etc. On a sans surprise aussi les trois chez les Mongols, on en reparlera, mais pas là, on a déjà du boulot. Bref, rien qu'avec ça, on constate plusieurs choses. Déjà, avec cette hiérarchie complexe, on est loin de la vision chaotique qu'on se fait des steppes, bordel. Et le premier qui me parle encore de tribus, je lui fais bouffer toute l'œuvre de René Grousset, page par page. Je rappelle que juste sur les croisades, il y en a déjà pour 2797 pages, sans compter les 321 de l'épopée des croisades et les 128 de son que sais-je sur le sujet. Après quoi, il reste encore l'Empire du Levant, l'Empire des steppes. Méfiez-vous. Ensuite, la continuité politique est remarquable, puisqu'en plus de la structure, certains titres et appellations se transmettent d'une entité à l'autre, tandis que les lignages, fondés par des officiers à la charge devenus ensuite héréditaires, se maintiennent très souvent, eux aussi. On en a vu quelques exemples la dernière fois. Et surtout, on voit bien s'esquisser désormais l'importance de l'armée dans l'appareil d'État nomade, voire plus exactement, sa centralité. Tu te tais. Cette centralité, bien évidemment, sera brillamment confirmée par l'exposition du système décimal tel que le propose Simon Berger, le troisième aspect de ce système politique nomade qu'il nomme éloquemment militaro-administratif. Mais avant de bien vous le faire comprendre la prochaine fois, on doit encore un peu parler du moyen par lequel le souverain nomade applique ce système en général et ce système décimal en particulier, parce que c'est précisément via ce moyen qu'il exerce et exprime sa souveraineté. En d'autres termes, on a vu jusqu'ici à quoi ressemblait l'État nomade, comment il s'organisait, mais on n'a pas encore vu comment il se dirigeait. Bon, déjà, sans surprise, l'exercice du pouvoir chez eux passe d'abord par la domination et la répartition des populations avant celle des territoires. Merci Sherlock, hein, c'est logique, ce sont des nomades. On le voit assez bien avec la notion d'Ulus, nom que les Mongols donnent à leur entité politique, et qu'on a rendu, en suivant Simon Berger, par peuple-État, comme Lulus Boljigin, Lulus Kereit, plus tard le Yeke Mongol Ulus pour désigner l'Empire, etc. Et pourquoi peuple-État? Eh bien, si Ulus est traduit en chinois par Guo, État, royaume, empire, Guo a avant tout une connotation territoriale, ce qui n'est pas le cas de Lulus, même si celui-ci peut être envisagé dans des frontières plus ou moins définies. Ainsi, certes, Lulus peut être spontanément perçu par des occidentaux notamment comme ce que le Nuntur est à son unité décimale, un territoire précis sur lequel le peuple vit et nomadise, mais non. Lulus désigne en fait la communauté politique formant l'État. Il est à rapprocher de son équivalent turc, Hel ou Hil, l'État, qui a donné en mongol paix, d'où soumission. Ces termes désignent donc, comme le dit Simon Berger, la soumission et la pacification du peuple au sein de l'État. Oui, bah tout de suite, vu comme ça, la politique semble plus simple. Hein. Je baillonne mon pion. Je calme mon pion. Attention. C'est fini. Rien d'étonnant donc à ce que dans l'histoire secrète par exemple, on parle souvent de Lulus comme de quelque chose de mobile. Au début, Thoril promet à Temujin de rassembler son Lulus dispersé. Là, Lulus Merkit prend la fuite. Ici, Tayankran propose à son fils de faire rebrousser chemin à leur Lulus dans l'Altaï pour mieux se retourner ensuite et vaincre Temujin. Encore une fois, on peut comprendre que le terme soit complexe à traduire pour un occidental, notamment, qui aura plus tendance, culturellement, à associer l'État à un territoire, ou du moins au contrôle d'un territoire. Pourtant, sans équivaloir non plus à l'Europe, je ne suis pas fou, je souligne quand même qu'au même moment, tandis que Tchinguis Khan fondait son empire à un bout de l'Eurasie, en 1203 plus qu'en 1206, on aura l'occasion d'y revenir, Philippe Auguste, de l'autre, précisément en 1203, et définitivement surtout puisqu'il avait commencé un peu avant, passait le premier de roi des Francs à roi de France, ancrant ainsi un peu plus une notion de territorialité dans l'exercice de son pouvoir, qui n'était pas forcément là avant.
ou du moins qu'il était moins par rapport à une notion de domination de la population, au moins dans la titulature. Les différences entre eux et nous peuvent ainsi finalement sembler moins radicales qu'on ne le croit. Je dirais même, en m'aventurant un peu, que finalement, la seule grosse différence entre eux et nous à l'époque, ou du moins la principale, et qui conditionne une bonne partie du reste, notamment le rapport à l'armée, c'est que notre production économique était sédentaire, car agricole, là où la leur, pastorale, était nomade. Ce qui, on le verra la prochaine fois, les a beaucoup avantagés. Sinon, de fait, on a dans les deux cas des aristocraties mobiles, dirigeant et taxant à loisir des sujets considérés comme propriété. Et puisque les leurs bougent et les nôtres pas, on s'est concentré progressivement sur la domination des territoires plus que des populations, ou du moins sur une domination plus territorialisée des populations. Mais bref, tout ça ne nous dit pas comment s'exerce cette souveraineté nomade sur les populations plutôt que sur les territoires. Eh bien, a priori, via une notion centrale, le yasar chez les Mongols, ou yassa, considéré le plus souvent comme un code de loi promulgué par Chinggis Khan dans une société qui, bien sûr, en aurait jusque-là été parfaitement dépourvue. Non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la série. Pourquoi? Vous trouvez que ça manquait d'infos? Parce qu'il m'en reste, plein. On dirait pas, mais je trie. Me lancez pas là-dessus. Une fois de plus, ce qui se dégage des sources, notamment chez Giovanni et Plancarpin, c'est qu'en plus d'être un code de loi, le Yassar a surtout à voir avec l'organisation militaro-administrative, son système décimal et la nomination des officiers à la tête des unités. Quand je vous dis qu'il est relativement important que je vous en parle maintenant. Et puis bizarrement, lui non plus, il ne sort pas ex nihilo de la brillante cervelle de Temujin. Comme c'est étrange. D'ailleurs, j'aurais pu l'avoir, cette idée. Certainement. D'ailleurs, je l'ai eue, cette idée. Comment? C'est mon idée. Mais non. C'est mon idée. Très bien, monsieur. Par exemple, Giovanni dit ainsi du grand livre du Yassa, dont chaque grand prince tchinguisside conservait précieusement un exemplaire. Chaque fois qu'un khan montait sur le trône, qu'une grande armée était mobilisée ou que les princes se réunissaient et commençaient à débattre des affaires de l'Empire et de son administration, ils sortaient ces volumes et y conformaient leurs actions. Ainsi procédait-il à l'organisation des armées et à la destruction des régions et des villes, selon la manière qui y était prescrite. Et venez pas me dire que ça ressemble au Dalloz. Bref, Simon Berger, à l'appui d'autres exemples dans les sources et de ses travaux, voit donc moins dans le Yassar un code juridique que, je cite, la prescription d'un ordre politique et social, en l'occurrence l'ordre militaire décimal. Et vous commencez à comprendre pourquoi je vais faire une vidéo entière dessus. Et comme l'essentiel des institutions nomades qu'on a vues, ça ne sortirait pas en effet de nulle part, et serait à rapprocher notamment du Teru, la loi des Turcs puis des Ouïghours. Tellement d'ailleurs que Tere ou Teru est parfois utilisé comme synonyme de Yassar. De fait, chez les Turcs, l'exercice de l'État, Hel ou Hil, impliquant comme on l'a vu la notion de soumission des sujets, s'appliquait précisément par le biais du Teru. Celui-ci s'exprimait donc le plus souvent par une organisation ou réorganisation, une remise en ordre, ou mise en ordre tout simplement, des populations sujettes en fonction du système décimal. Exactement comme le fera Chinggis Khan en organisant ses sujets en 95 Mingad à son avènement. Il organise moins son armée d'une manière révolutionnaire qu'il n'exerce simplement son nouveau pouvoir en appliquant la loi sur ses sujets. C'est marrant, tiens, on dirait qu'il y a une sorte de flou artistique entre le civil et le militaire. Peut-être qu'on creusera ça la prochaine fois. Peut-être. Ce réagencement est donc la prérogative du souverain et la preuve de sa souveraineté, mais en accord avec une longue continuité politique incarnée par ce Teru. Continuité qu'ils expriment eux-mêmes, clairement, notamment dans les inscriptions turques de l'Orkhon des 7e, 10e siècles, en parlant des lois de leurs ancêtres. Et s'ils parlent de lois de leurs ancêtres déjà à cette époque, il y a vraiment peu de chances que Chinggis Khan les ait inventées au XIIIe. Vraiment peu. Vous vous rendez compte quand même qu'on est radicalement à l'inverse de ce que proposent les ordinaires clichés tribaux mêlés d'histoire des grands hommes qu'on trouve dans l'historiographie classique? Le pseudo-fondateur importe assez peu, dans la mesure déjà où il n'invente rien, et n'exerce son autorité qu'en réagençant ses sujets selon un très ancien système politique, à tel point que c'en serait devenu un proverbe que cite Al-Kashgari au XIe siècle. Il khalir teru khalmas, l'État peut s'effacer, mais la loi demeure. À moins que ça ne signifie l'exact inverse, il n'y a hélas pas consensus sur la traduction, c'est problématique. Disons donc que ça veut dire ça, parce qu'après ça fera des histoires, donc voilà, restez-en là, c'est bien. Tant qu'ils comprenaient rien à l'ancien code, on pouvait leur raconter ce qu'on voulait, seulement depuis qu'il a été traduit, alors là, pardon, une pause par-ci, puis une relâche par-là, et puis c'est intolérable, et puis on a qui, alors... Bref, consensus ou pas, ce Teru et ce Yassar
semble tout de même au cœur de cette fusion nomade, encore un peu mystérieuse pour nous, du politique, du militaire et de l'administratif. Comme le résume Simon Berger, l'état nomade consistait en un rapport de domination entre une classe dirigeante et des sujets, dont le cadre était l'armée, qui constituait le cadre général de l'organisation des populations. Le yassar, comme le teru, constituait le principe régissant cet ordre militaire au fondement de la forme nomade de l'État. Et pour comprendre pleinement ça, même si je pense que vous avez déjà plus ou moins saisi l'idée, faudra attendre la prochaine vidéo. Ainsi donc, au vu de tout ça, non seulement il paraît difficile, voire, désolé, débile, de vouloir nier l'existence d'État chez les nomades, mais nous apparaît aussi clairement l'importance de l'armée dans cette forme d'État, militairement bien sûr, mais aussi politiquement et administrativement. Sauf que vous n'imaginez même pas encore à quel point. Ce qui nous amènera donc enfin, je l'ai suffisamment répété, la prochaine fois, au clou du spectacle, le troisième aspect de ce système militaro-administratif, le fameux système décimal. Mais je vous laisse déjà digérer tout ça. Et rêvasser à ce que tout ça raconte de l'histoire nomade eurasiatique et de l'histoire eurasiatique en général. De fait, dites-vous que bien l'expliquer nous prendra plus de temps et de neurones encore que tout ce qu'on vient d'exposer ici, d'où l'aspirine. Mais vous verrez aussi que ça achèvera brillamment de démontrer la nature profondément étatique et extrêmement bien organisée des différentes entités politiques nomades. Et vous comprendrez aussi peut-être un peu mieux pourquoi le monde entier hurlait à la fin du monde quand les dites entités partaient à la conquête de l'Eurasie. À la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires, n'hésitez pas non plus, alors ça je le dis rarement, je le dis la dernière fois et je le répète, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Bon, moi déjà ça me fera de la pub, ce qui n'est jamais désagréable, mais surtout n'hésitez pas à le faire pour mettre en avant ces travaux révisionnistes qui font quand même, je pense, beaucoup de bien à l'historiographie et qui nous permettent de regarder l'histoire du monde très différemment. Donc franchement, n'hésitez pas, je pense que ça vaut le coup. Merci beaucoup à chacun d'entre vous de soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre, que ce soit en regardant les vidéos, en laissant des commentaires, en suivant les posts que je publie de temps en temps pour vous tenir au courant. C'est une forme de soutien qui est très très précieuse. Merci également énormément à tout ce qui est tipeur et KissKissBanker. Merci à chacun d'entre vous. Vous permettez à la chaîne de vivre, et donc moi avec, et donc de vivre de ma passion, donc c'est vraiment très très précieux, et je ne vous remercierai jamais assez. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, n'hésitez pas à aller faire un don sur les sites KissKissBankBank et Tipeee pour la chaîne. Ce sera fort bienvenu et je vous serai fort redevable. Pour la suite, bon, vous l'avez compris, la prochaine vidéo sera sur le système décimal, elle est déjà écrite, donc il n'y a plus qu'à la tourner et à la monter. Si je ne m'écoutais, j'aurais tendance à le faire direct pour que vous ayez tout d'un coup. Mais je me dis que pour une fois que j'ai de l'avance, je vais en profiter un peu, donc elle sortira plutôt d'ici fin octobre, début novembre je pense, ouais début novembre ça me paraît bien. Voilà, il y aura ensuite celle sur l'histoire plus probable de Chinggis Khan, parce que j'ai très envie de dire l'authentique histoire de Chinggis Khan, mais en fait on ne peut pas savoir tout simplement. Mais bon, la plus probable histoire de Chinggis Khan, ce sera la vidéo d'après, donc pour décembre je pense. Et on aura enfin fini ce cycle sur l'état nomade et tout ce qui va avec. Je ne me répète pas, vous avez compris l'essentiel de l'idée. Et après quoi, on pourra faire à peu près ce que vous voulez. Moi je retournerai volontiers au Proche-Orient, que ce soit pour aborder Tancrède, Alexis Ier, je pensais plutôt à Alexis, Baudouin de Boulogne, ou alors l'Anatolie Seljoukide, ce qui serait intéressant à voir maintenant qu'on a développé toutes ces idées sur l'état nomade, une fois qu'on aura fini de le faire plus exactement. Bref, il y a plein de trucs à faire, j'ai envie de tous les faire, donc n'hésitez pas à me faire part de vos envies. Et voilà, j'espère aussi que cette rentrée 2023-2024 se passe bien pour vous, que vous vous portez bien, et je vous souhaite la meilleure année possible, et on se dit à la prochaine. Ciao.